Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. La crise ukrainienne en Crimée, la péninsule russophone cristallise les tensions. Vladimir Poutine a le feu vert pour une intervention armée en Ukraine. Sur le terrain, la partie d'échecs a commencé. On retrouve Johan Baudin, notre envoyé spécial à Simferopol. Quelle est la situation devant cette caserne ukrainienne encerclée par les soldats russes ? Eh bien écoutez, le face-à-face entre soldats russes et soldats ukrainiens se poursuit. Les soldats russes sont arrivés ce matin, il y a environ 3 heures. Une centaine d'hommes ont commencé à encercler les 2 bases de Perevalnaya, c'est à 20 km au sud de Simferopol, sur la route de Yalta. Ils sont arrivés avec des véhicules, des transports de troupes bâchés, ainsi qu'avec des véhicules blindés. Ils se sont positionnés aux alentours de cette base de Perevalnaya, où une centaine de soldats ukrainiens casernent. Pour l'instant, les situations face-à-face, il y a des dizaines de soldats qui sont retranchés derrière une barrière, derrière l'entrée de la base. À côté d'eux, à 10 mètres, plusieurs soldats russes, mais les chargeurs sont engagés dans les fusils. Selon le commandant ukrainien de la base de Perevalnaya, un accord aurait été trouvé pour le moment pour ne pas utiliser les armes. Merci beaucoup, Johan Baudin. Le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, est attendu aujourd'hui à Kiev. Demain, ce sera Catherine Ashton. Un ballet diplomatique qui permettra peut-être à l'Europe de parler d'une seule et même voix. Le pape François appelle les partis en présence en Ukraine à surmonter, je cite, leur compréhension réciproque. On écoute Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Ce que nous avons constaté avec nos partenaires, c'est qu'il y a eu plusieurs centaines d'hommes en uniforme, mais sans signaux apparents, qui sont intervenus. Or, ceci est contraire au droit international. On peut penser que, en tout cas, ils défendent la cause russe en Ukraine. Et cette escalade militaire à laquelle nous assistons, nous voulons évidemment qu'elle s'arrête et nous la condamnons. Et la France suspend sa participation au G8 de Sotchi en juin. Kiev craint une intervention militaire. Le nouveau président Alexander Turchinov a mis son armée en état d'alerte. Les réservistes ukrainiens sont mobilisés et l'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre. Gauthier Rybinski, jusqu'où sont mobilisées ces troupes en Ukraine? Est-ce que ce n'est pas une manière de répondre à Vladimir Poutine sans pour autant aller pour l'instant jusqu'à la confrontation ? Oui, c'est une manière, je dirais, tout simplement de dignité nationale, entre guillemets, même si on n'est pas d'accord avec l'escalade militaire. Pour un État, quel qu'il soit, défendre sa souveraineté, c'est a priori le minimum. Et je dirais, a fortiori, pour un nouveau pouvoir, comme l'est le pouvoir ukrainien, constitué de nouvelles personnalités et qui entend promouvoir une nouvelle Ukraine. Alors, ces réservistes, il faut savoir qu'en Ukraine, ils sont à peu près 1 million, c'est énorme, avec une armée qui est de l'ordre de 200 000 militaires professionnels et conscrits. Donc, ça représente beaucoup de monde. L'inconnu, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que vaut l'armée ukrainienne. Elle n'a pas été sur des théâtres d'opération. Elle est sur des théâtres d'opération, mais en tant que maintien de la paix. Comme par exemple au Kosovo, il y a un contingent ukrainien. Simplement, là où Kiev doit faire attention et fait très attention, d'après nos informations, c'est sur la surenchère justement nationaliste. Puisque Kiev est accusé d'être gouverné par des fascistes, ce qui est un anachronisme total, mais tant pis, eh bien, à ce moment-là, il faut se garder de toute provocation, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque sur les russophones de Crimée ou de l'Est du pays. Donc, ne pas trop souffler sur les braises. Si vous voulez, la mobilisation, c'est le minimum de ce qu'on peut attendre en pareil cas d'un État qui, justement, se veut souverain et dans sa pleine souveraineté. Vladimir Poutine va-t-il répondre à cette logique d'escalade? Est-ce qu'il veut faire de la Crimée un protectorat russe? C'est compliqué. Vladimir Poutine a une satisfaction pour l'instant qui flatte son ego, c'est qu'après avoir été débordé, il a repris la main. Et c'est lui qui est au centre. D'ailleurs, tout le monde le dit, Dmitri Peskov du Kremlin dit c'est au président de décider maintenant. Bon. Alors il y a deux choses là. C'est-à-dire, soit
On a affaire à un Vladimir Poutine qui calcule de manière habile, agile, comme il sait très bien le faire, et qui va vers, on va dire, vous le disiez, un protectorat de la Crimée, faire en sorte que la Crimée conserve un lien encore plus étroit avec la Russie, avec des troupes, mais un arrangement avec le gouvernement ukrainien. Ça, c'est le calculateur, c'est celui auquel on est habitué aussi à avoir affaire. Et puis, il y a celui qui est dans l'idéologie pure. Et à ce moment-là, ça déborde. À ce moment-là, c'est effectivement les sentiments anti-occidentaux, la rhétorique antifasciste, donc anachronique, c'est tous ces arguments qui prennent le dessus sur la réalité des choses, c'est-à-dire sur la difficulté à porter à bout de bras la Crimée, qui est économiquement exsangue, sur le fait que les Ukrainiens pourraient fermer les gazoducs par lesquels transite le gaz russe. Tout ça est dépassé par ce sentimentalisme panslave. La Russie, missionnaire panslave, est à la tête de cette mission. On peut avoir un Vladimir Poutine de cet ordre-là, et à ce moment-là, c'est le déclenchement du feu. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski, pour votre... Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. L'Ukraine a fermé son espace aérien, l'armée a été mobilisée. En Crimée, la péninsule russophone cristallise les tensions. Sur le terrain, des milliers d'hommes armés sont présents. Le récit de Mounia Benaïssa avec les images exclusives de notre envoyé spécial, Johan Baudin. La scène est inédite. D'un côté, une douzaine de soldats ukrainiens. De l'autre, des hommes armés, se disant russes. Les deux groupes se font face. Seule la grille du bâtiment les sépare. Il s'agit là d'une nouvelle démonstration de force du pouvoir de Moscou. Nous sommes à 25 km au sud-est de Simferopol, sur la route de Yalta. Ces images de nos envoyés spéciaux montrent la base militaire de Perevelnaya, une base de la marine ukrainienne, assiégée depuis dimanche matin par des soldats russes. Une centaine d'hommes armés ont pris position. Certains patrouillent tout autour du site. Une vingtaine de véhicules de transport blindés immatriculés en Russie font face à la base ukrainienne. Des véhicules pour certains équipés de mitrailleuses. Je ne comprends pas pourquoi la Russie nous provoque et pourquoi ces hommes envahissent notre territoire. Ici, c'est l'Ukraine, c'est la Crimée. Un homme interrompt soudain l'interview, visiblement agacé par les propos de la jeune femme. Vous voyez, lui, c'est l'un de ces Ukrainiens qui veut faire partie de la Russie. Avez-vous peur? Bien sûr que j'ai peur. À l'intérieur de la base, il y a nos familles et nos maris. C'est très effrayant. Un avis loin d'être partagé par les habitants de cette localité. Nous sommes très reconnaissants envers Vladimir Poutine d'avoir cette protection ici. Ce qui s'est passé à Maïdan est horrible, c'est un cauchemar. Nous ne voulons pas que ça se reproduise ici, en Crimée. La pression russe se fait de plus en plus forte en Crimée. Les deux camps semblent se préparer à un conflit armé imminent. Les nouvelles autorités ukrainiennes ont rappelé l'ensemble des réservistes et ont fermé l'espace aérien du pays à tout appareil non civil. Kiev accuse désormais ouvertement Moscou d'avoir déclaré la guerre. Kiev craint une intervention militaire. Le nouveau président Alexander Turchinov a mis son armée en état d'alerte. Les réservistes sont mobilisés. L'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre. Nous sommes en ligne avec Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur associé à l'Institut français de géopolitique. Bonjour. Quel est le but de la Russie? Faire de la Crimée un protectorat russe ou peser dans un rapport de force et trouver un compromis? Les deux. D'abord, il s'agit de prendre le contrôle total de la Crimée et c'est ce qui est très largement fait aujourd'hui. Et au-delà, eh bien, il s'agit de définir un rapport de force avec le gouvernement ukrainien à Kiev. En fait, la Russie voulait et veut toujours satelliser l'Ukraine. L'éviction de Yanukovych représente une véritable défaite géopolitique pour la Russie. Et il y a la volonté, au moins, à tout le moins, de prendre le contrôle d'une partie de l'Ukraine. Donc il y a la Crimée. Et peut-être plus. Et peut-être plus, selon vous. Peut-être plus, oui. C'est véritablement une entreprise c'est du révisionnisme géopolitique. C'est une entreprise de redéfinition unilatérale des frontières qui sont issues de la fin de la guerre froide. Et dans les provinces de l'Est de l'Ukraine et en Crimée, y a-t-il un sentiment d'unité nationale ?
En Crimée, il y a 58% de Russes, donc le fait est qu'il y a une nette majorité, mais enfin ce sont des Russes qui sont aussi de citoyenneté ukrainienne, et puis il ne faut pas oublier qu'à côté de ces 58%, on a 20% d'Ukrainiens au sens ethnique du terme, on a 12 à 13% de Tatars, et jusqu'ici il y avait une sorte de compromis, puisque la Crimée dispose d'un statut de région autonome, de république autonome, même à l'intérieur de l'Ukraine, et le gouvernement de Kiev n'a pas remis en cause ce statut. Donc il y avait une sorte de consensus minimal à l'intérieur de l'Ukraine, avec notamment l'idée qu'il n'était plus question d'entrer dans l'OTAN, mais par contre de rechercher un équilibre entre Bruxelles et Moscou et de s'associer à l'Union européenne. Ce consensus qui permettait dans une certaine mesure de dépasser les clivages internes à l'Ukraine, il a été véritablement détruit par Yanukovych, par sa volte-face, et au-delà par l'action de Poutine qui a véritablement tordu le bras du gouvernement ukrainien pour l'empêcher de signer un accord d'association, de partenariat avec l'Union européenne. Donc la Russie souffle véritablement sur les braises. Très rapidement, dans les provinces de l'Est de l'Ukraine, il n'y a donc pas que des pro-russes. Non, il n'y a pas que des pro-russes. Il y a une majorité de Russes en Crimée. Maintenant, dans la totalité de l'Ukraine, il y a 17-18% de Russes russophones. On ne les distingue pas toujours de manière très nette. Et ça serait réducteur de dire que l'Ukraine se partage purement et simplement entre deux blocs. Ça, c'est une vision qui a été très largement véhiculée, colportée par le discours russe et qui ne correspond pas à la complexité de la situation sur le terrain. Mais la Russie fait tout pour justement réduire cette complexité à un schéma binaire pour justifier sa propre entreprise. Merci beaucoup Jean-Sylvestre Montgrenier pour votre analyse. William Hague est attendu aujourd'hui à Kiev. Le ministre britannique des Affaires étrangères dénonce une violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il sera suivi demain par Catherine Ashton, un ballet diplomatique qui permettra peut-être à l'Europe de parler. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition sur France 24. Les autorités de transition au pouvoir en Ukraine accusent donc la Russie d'avoir déclaré la guerre. Elles ont mobilisé tous les réservistes et mis l'armée en état d'alerte. Écoutez le Premier ministre ukrainien ce dimanche. Nous sommes au bord de la catastrophe. Il n'y avait aucune raison pour la Russie d'envahir l'Ukraine. Nous croyons que nos partenaires occidentaux et l'ensemble de la communauté internationale soutiendront l'intégrité du territoire et l'unité de l'Ukraine. Et en effet, en Crimée, sur la base militaire ukrainienne de Perivalny, la situation est tendue. La base militaire est encerclée par des militaires russes. Johan Baudin est notre envoyé spécial sur place. On le retrouve tout de suite. Johan, où en est-on de ce face-à-face entre soldats russes et ukrainiens ? Eh bien écoutez, ce face-à-face entre soldats russes et ukrainiens sur cette base de Perivalnaya, à une vingtaine de kilomètres au sud de Simferopol, en direction de Yalta, eh bien se poursuit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, mais à ma droite, 2 soldats russes et à ma gauche, dans sa guérite, un soldat ukrainien. Ils se parlent par moments, les chargeurs ne sont pas engagés, mais les soldats russes se sont déployés ici depuis plusieurs heures en nombre. Ils se sont installés autour de cette base et patrouillent tout autour de cette base ukrainienne. Il y a quelques instants, le commandant de cette base ukrainienne est sorti pour faire une déclaration. Il a dit « Pour l'instant, nous attendons les ordres de Kiev. Nous avons eu un accord entre nous, entre officiers russes et ukrainiens. Pour l'instant, nous utilisons pas les armes, mais si nous, Ukrainiens, sommes attaqués, nous répliquerons. » La population du village aux alentours de cette base ukrainienne, entourée, encerclée par l'armée russe, eh bien, a réagi à cette arrivée massive de plusieurs centaines de soldats russes. Certains soutiennent cette action, d'autres beaucoup moins. Nous avons vu une femme qui nous a dit, eh bien, à l'intérieur de cette base, il y a mon mari et j'ai vraiment, vraiment peur. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble que les négociations, pour l'instant, soient suspendues. Les soldats russes sont en train de s'installer autour de cette base ukrainienne.
Merci beaucoup, Johan Baudin. Vous continuez de suivre la situation sur place pour France 24. Gauthier Ribinski m'a rejoint sur ce plateau pour tenter de faire un point de cette situation. Gauthier, est-ce que de fait, la Crimée est contrôlée aujourd'hui par l'armée russe ? Écoutez, quand on occupe, il faut bien le dire, employer les mots comme ils veulent le dire, quand on occupe Simferopol, Sébastopol avec la flotte russe et cette base de Perivalnaya qui est très importante, on peut dire que de fait, il y a un contrôle de la Crimée. Nous n'avons pas d'informations sur ce qui se passe dans le nord de la péninsule, mais en tout cas, ces 3 points principaux sont des points névralgiques à partir desquels, effectivement, on peut dire que la Russie contrôle la Crimée. Arrêtons de faire du faux semblant aussi. Les hommes avec les écussons noirs sont suffisamment armés et apparemment très aguerris et entraînés pour ne pas être de simples miliciens déguisés en soldats. Et ils l'ont dit à notre envoyé spécial qu'ils étaient des militaires russes, ils ne s'en cachent plus. Alors, le ton des échanges diplomatiques s'est clairement durci. La diplomatie britannique affirme que la souveraineté territoriale ukrainienne a été violée. Elle parle évidemment de la Crimée. Le secrétaire général de l'OTAN affirme, lui, que la Russie menace la paix en Europe. La Russie qui est finalement restée assez silencieuse ce dimanche. Cécile Galluccio revient sur les déclarations de ce dimanche et on en reparle ensuite. La France et les États-Unis ne font qu'un sur le dossier ukrainien. Paris et Washington condamnent l'escalade militaire russe et ont décidé de boycotter la réunion du G8 prévue en juin prochain à Sotchi. Les décisions qui ont été prises par nos partenaires russes sont contraires aux principes du G7 et du G8. Et donc la position de la France est de souhaiter que soit suspendue la préparation du G8 de Sotchi tant que les partenaires russes ne seront pas revenus à des principes conformes au G8 et au G7. Car pour les Occidentaux, la Russie a franchi une ligne rouge samedi lorsque le Parlement a approuvé l'envoi de troupes en Crimée. Des militaires russes se trouveraient déjà dans cette république autonome ukrainienne. En réponse, l'Alliance Atlantique a convoqué une réunion d'urgence ce dimanche des 28 ambassadeurs des pays membres de l'OTAN. Ce que fait la Russie maintenant, c'est violer les principes de la Charte des Nations Unies. Elle menace la paix et la sécurité en Europe. La Russie doit mettre fin à ses activités militaires et à ses menaces. Samedi, face à la montée des tensions, les dirigeants internationaux ont multiplié les déclarations et les appels téléphoniques. Barack Obama s'est notamment entretenu pendant 90 minutes avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine serait profondément déstabilisatrice, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine, de la Russie ou de l'Europe. Cela constituerait une claire violation de l'engagement de la Russie à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières de l'Ukraine, ainsi que du droit international. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est programmée lundi. Alors on a vu ces réactions internationales à propos de cette crise en Ukraine. Gauthier, la Russie, je le disais, est restée très silencieuse. Pourquoi ce silence après avoir lancé une telle bombe, dire qu'on est prêt à envahir l'Ukraine et puis soudain ne plus rien dire pendant 24 heures ? Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan qui consiste à laisser bouillonner les autres, à les laisser mijoter. Et on voit bien, ce sont les Occidentaux qui parlent. C'est Barack Obama, c'est John Kerry qui parle de mesures de rétorsion économique internationale. Attention à ce jeu-là, parce que c'est l'erreur que guette la Russie. Elle guette par exemple une erreur nationaliste ukrainienne. On peut penser à des réservistes ukrainiens qui auraient des accrochages avec des Russes sur le chemin de leur régiment. Ça peut très bien dégénérer très vite. Il y a cette tactique, cette donnée tactique à prendre en compte. Deuxièmement, il y a le fait aussi de la réflexion. La réflexion sur les répercussions économiques pour la Russie, à la fois de porter à bout de bras la Crimée et à la fois de subir des sanctions internationales et en surplus d'avoir une Ukraine qui soit abattue à ras de terre. Ça serait extrêmement grave aussi pour les échanges économiques, culturellement aussi, ça serait grave. Et on est en train de se demander si finalement Vladimir Poutine n'est pas en train de sous-peser avec d'autres dossiers, si vous voulez. Quel serait, je dis bien au conditionnel, quel serait le prix de la retenue de Vladimir Poutine ? Est-ce que ce serait par exemple quelque chose sur la Syrie ou sur l'Iran ?
deux dossiers où la Russie est très très impliquée. Alors justement, à propos du silence de la Russie, à l'instant, on demande au porte-parole du Kremlin de commenter les déclarations du secrétaire d'État américain John Kerry qui parle de cet acte incroyable d'agression de la Russie envers l'Ukraine. Et la réponse du Kremlin, c'est no comment. Le silence, vous l'avez dit Gauthier, c'est la stratégie pour l'instant du Kremlin. On verra cet après-midi s'ils en sortent et s'ils parlent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition sur France 24. Les autorités de transition au pouvoir en Ukraine accusent donc la Russie d'avoir déclaré la guerre. Elles ont mobilisé tous les réservistes et mis l'armée en état d'alerte. Écoutez le Premier ministre ukrainien ce dimanche. Nous sommes au bord de la catastrophe. Il n'y avait aucune raison pour la Russie d'envahir l'Ukraine. Nous croyons que nos partenaires occidentaux et l'ensemble de la communauté internationale soutiendront l'intégrité du territoire et l'unité de l'Ukraine. Et en effet, en Crimée, sur la base militaire ukrainienne de Perivalny, la situation est tendue. La base militaire est encerclée par des militaires russes. Johan Baudin est notre envoyé spécial sur place. On le retrouve tout de suite. Johan, où en est-on de ce face-à-face entre soldats russes et ukrainiens ? Eh bien écoutez, ce face-à-face entre soldats russes et ukrainiens sur cette base de Perivalnaya, à une vingtaine de kilomètres au sud de Simferopol, en direction de Yalta, eh bien se poursuit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, mais à ma droite, 2 soldats russes et à ma gauche, dans sa guérite, un soldat ukrainien. Ils se parlent par moments, les chargeurs ne sont pas engagés, mais les soldats russes se sont déployés ici depuis plusieurs heures en nombre. Ils se sont installés autour de cette base et patrouillent tout autour de cette base ukrainienne. Il y a quelques instants, le commandant de cette base ukrainienne est sorti pour faire une déclaration. Il a dit, pour l'instant, nous attendons les ordres de Kiev. Nous avons eu un accord entre nous, entre officiers russes et ukrainiens. Pour l'instant, nous n'utilisons pas les armes, mais si nous, Ukrainiens, sommes attaqués, nous répliquerons. La population du village aux alentours de cette base ukrainienne, entourée, encerclée par l'armée russe, eh bien, a réagi à cette arrivée massive de plusieurs centaines de soldats russes. Certains soutiennent cette action, d'autres beaucoup moins. Nous avons vu une femme qui nous a dit, eh bien, à l'intérieur de cette base, il y a mon mari et j'ai vraiment, vraiment peur. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble que les négociations, pour l'instant, soient suspendues. Les soldats russes sont en train de s'installer autour de cette base ukrainienne. Merci beaucoup Johan Baudin. Vous continuez de suivre la situation sur place pour France 24. Gauthier Rybinski m'a rejoint sur ce plateau pour tenter de faire un point de cette situation. Gauthier, est-ce que de fait la Crimée est contrôlée aujourd'hui par l'armée russe ? Écoutez, quand on occupe, il faut bien le dire, employer les mots comme ils veulent le dire, quand on occupe Simferopol, Sébastopol avec la flotte russe et cette base de Perivalnaya qui est très importante, on peut dire que de fait, il y a un contrôle de la Crimée. Nous ne savons pas, nous n'avons pas d'informations sur ce qui se passe dans le nord de la péninsule, mais en tout cas, ces 3 points principaux sont des points névralgiques à partir desquels, effectivement, on peut dire que la Russie contrôle la Crimée. Arrêtons de faire du faux semblant aussi. Les hommes avec les écussons noirs sont suffisamment armés et apparemment très aguerris et entraînés pour ne pas être de simples miliciens déguisés en soldats. Et ils l'ont dit à notre envoyé spécial qu'ils étaient des militaires russes, ils ne s'en cachent plus. Alors, le ton des échanges diplomatiques s'est clairement durci. La diplomatie britannique affirme que la souveraineté territoriale ukrainienne a été violée. Elle parle évidemment de la Crimée. Le secrétaire général de l'OTAN affirme, lui, que la Russie menace la paix en Europe. La Russie qui est finalement restée assez silencieuse ce dimanche. Cécile Galuccio revient sur les déclarations de ce dimanche et on en reparle ensuite. La France et les États-Unis ne font qu'un sur le dossier ukrainien. Paris et Washington condamnent l'escalade militaire russe et ont décidé de boycotter la réunion du G8 prévue en juin prochain à Sotchi. Les décisions qui ont été prises par nos partenaires russes sont contraires aux principes du G7 et du G8. Et donc la position de la France est de souhaiter que soient suspendues
la préparation du G8 de Sochi tant que les partenaires russes ne seront pas revenus à des principes conformes au G8 et au G7. Car pour les Occidentaux, la Russie a franchi une ligne rouge samedi lorsque le Parlement a approuvé l'envoi de troupes en Crimée. Des militaires russes se trouveraient déjà dans cette république autonome ukrainienne. En réponse, l'Alliance Atlantique a convoqué une réunion d'urgence ce dimanche des 28 ambassadeurs des pays membres de l'OTAN. Ce que fait la Russie maintenant, c'est violer les principes de la Charte des Nations Unies. Elle menace la paix et la sécurité en Europe. La Russie doit mettre fin à ses activités militaires et à ses menaces. Samedi, face à la montée des tensions, les dirigeants internationaux ont multiplié les déclarations et les appels téléphoniques. Barack Obama s'est notamment entretenu pendant 90 minutes avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine serait profondément déstabilisatrice, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine, de la Russie ou de l'Europe. Cela constituerait une claire violation de l'engagement de la Russie à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières de l'Ukraine, ainsi que du droit international. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est programmée lundi. Alors on a vu ces réactions internationales à propos de cette crise en Ukraine. Gauthier, la Russie, je le disais, est restée très silencieuse. Pourquoi ce silence après avoir lancé une telle bombe, dire qu'on est prêt à envahir l'Ukraine et puis soudain ne plus rien dire pendant 24 heures? Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan qui consiste à laisser bouillonner les autres, à les laisser mijoter. Et on voit bien, ce sont les Occidentaux qui parlent. C'est Barack Obama, c'est John Kerry qui parle de mesures de rétorsion économique internationale. Attention à ce jeu-là, parce que c'est l'erreur que guette la Russie. Elle guette par exemple une erreur nationaliste ukrainienne. On peut penser à des réservistes ukrainiens qui auraient des accrochages avec des Russes sur le chemin de leur régiment. Ça peut très bien dégénérer très vite. Il y a cette tactique, cette donnée tactique à prendre en compte. Deuxièmement, il y a le fait aussi de la réflexion. La réflexion sur les répercussions économiques pour la Russie, à la fois de porter à bout de bras la Crimée et à la fois de subir des sanctions internationales et en surplus d'avoir une Ukraine qui soit abattue à ras de terre. Ça serait extrêmement grave aussi pour les échanges économiques, culturellement aussi, ça serait grave. Et on est en train de se demander si finalement Vladimir Poutine n'est pas en train de sous-peser avec d'autres dossiers, si vous voulez. Quel serait, je dis bien au conditionnel, quel serait le prix de la retenue de Vladimir Poutine? Est-ce que ce serait par exemple quelque chose sur la Syrie ou sur l'Iran, deux dossiers où la Russie est très très impliquée? Alors justement, à propos du silence de la Russie, à l'instant, on demande au porte-parole du Kremlin de commenter les déclarations du secrétaire d'État américain John Kerry qui parle de cet acte incroyable d'agression de la Russie envers l'Ukraine. Et la réponse du Kremlin, c'est no comment. Le silence, vous l'avez dit Gauthier, c'est la stratégie pour l'instant du Kremlin. On verra cet après-midi s'ils en sortent et s'ils parlent.